vous avez côtoyé un nombre incalculable d'artistes et dont de très grands noms, des figures de ce qu'on appelle le pop art, mais qui sont beaucoup plus que ça. On pense à Andy Warhol, on pense à Jean-Michel Basquiat, dont vous étiez l'ami. Basquiat, dont vous avez été, alors je ne sais pas, la muse peut-être, en tout cas, il vous a représenté. Il y a un tableau de Jean-Michel Basquiat. J'ai rencontré Jean-Michel à New York et il m'avait dit de lui envoyer une photo de moi. J'ai envoyé une photo de moi sur ma Harley à l'époque. Ouais. J'avais une Harley Duo Glide de 56 rouge pailleté que j'aimais beaucoup et j'ai reçu ce tableau. Voilà. Vous voulez nous présenter un lieu cette semaine, Sylvestre ? Oui, exactement. Ali, je voudrais vous parler du CREAM. C'est un acronyme qui veut dire Création Handicap Mental. C'est un atelier d'artistes qui est né en 1979 à Liège. Et c'est un lieu à la base qui était un lieu vraiment autour des arts plastiques. Ça, c'était le tout début. Même si aujourd'hui, il y a de la vidéo, même si aujourd'hui, il y a de la musique et du théâtre, mais vraiment l'objet social à la base c'était vraiment les arts plastiques. Et puis ça s'est développé, mais pour bien comprendre ce que c'est le CREAM, ça n'est ni un organisme de soins, ce ne sont pas des patients, ce n'est pas non plus un lieu où on ferait simplement de l'occupationnel, mais c'est un véritable incubateur d'artistes. On les considère vraiment comme des artistes à part entière. Et comment ça fonctionne alors justement ? Ça fonctionne comme la factory de Warhol si on veut. Donc c'est vraiment oui. Donc ils viennent dans cet atelier, ils sont entourés par des artistes et ils sont entourés aussi par une pédagogie spécifique, et ces artistes les aident finalement à développer un propos, à développer vraiment une approche artistique singulière. Alors, c'est très fort ce qu'on voit d'ailleurs sur l'écran. Mais des œuvres magnifiques, ouais. Et donc il y a un artiste qui s'appelle Richard Moscovitz qui lui, tous les jours peint ses to-do list. Alors on ne peut pas vraiment, voilà, ça c'est une de ses to-do list par exemple. Donc la liste des choses à faire. Voilà. Non mais c'est magnifique en tout cas de détourner un objet totalement fonctionnel qu'est la to-do list et d'en faire une œuvre d'art. On peut acheter les œuvres ? À Liège par exemple, ces artistes créent mais ne vendent pas leurs œuvres, et ces artistes alimentent un musée qui s'appelle le Trinkhall, qui est un musée d'art brut, un musée d'art outsider. Et puis il y a les artistes de Bruxelles. Ces artistes de Bruxelles, eux, vendent. Ils sont représentés par des galeries. Leur cote est en train, pour certains et certaines, en train d'exploser. Et il y a un site internet sur lequel on peut effectivement acheter ces artistes. J'ai envie de vous dire, il y en a certains, il faut vraiment se dépêcher parce que ça a pris parfois, ça a pris parfois énormément de valeur. Et donc il y a vraiment cette volonté de travailler avec ces artistes et à les considérer vraiment comme des artistes. Point. Génial. Point final. Tu nous rappelles le nom de cet endroit ? Le CREAM. Allez voir le site internet, franchement, je suis certain qu'un des artistes va retrouver ou trouver le chemin de ta collection. On va passer donc à l'actualité artistique de la semaine, les 3 actus essentielles. C'est signé Karim Rarbage. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec la dinguerie. Cette semaine, on plonge dans l'univers nostalgique de Gouac, un artiste américain. Gouac, c'est un sculpteur et il reproduit en version géante des objets pop de sa jeunesse, période 80-90. Les textures, les petits détails, tout est respecté. Gouac, il travaille énormément de techniques et de matières différentes pour fabriquer ces objets iconiques démesurés. Tout est fait maison et sa dernière création, c'est ma préf. Ce cinglos, il a recréé des enceintes d'ordi géantes des années 2000 qui fonctionnent. Et qui, oui, font même le bruit des SMS qui arrivent. Magnifique, Gouac, il me fascine, c'est la dinguerie de la semaine. Et on continue avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Zimoun, un artiste suisse unique. Zimoun, il assemble des dizaines ou des centaines d'éléments identiques assez basiques qu'il met en mouvement avec des petits moteurs. Et de ce chaos soigneusement préparé naissent des patterns visuels et sonores hyper complexes et organiques, le tout dans une esthétique clinique. Ça vibre, ça claque, ça gigote, ça résonne et ça hypnotise. C'est bizarrement très apaisant, on a envie de rester sans trop savoir pourquoi.
Bon après, je peux pas vous dire grand chose sur le Z, puisqu'en fait j'ai trouvé 0 interview, j'ai même essayé de le contacter mais il a pas voulu nous répondre. Pas grave, on adore quand même son travail, et si vraiment vous êtes saucé par cette douce musique, Zimoun, il a même sorti ses sons sur des albums. Et alors là, c'est vraiment un banger pour faire dodo. Zimoun, c'est le fololo du jour. Et on termine avec l'alu de la semaine, l'artiste Dolana Dava, aussi connue sous le nom de Dolicart sur les réseaux. Et à la base, elle est connue pour ses tableaux qui fondent et qui dégoulinent. Mais depuis quelques temps, elle a un autre délire. Elle sculpte des prothèses artistiques à base de pâte polymère, de moulage silicone et de maquillage. Et son grand truc, c'est de fabriquer des fausses bouches très réalistes, des lèvres, des dents, des langues hyper détaillées. Et ensuite, elle met tout ça en scène dans des photos, des tableaux un peu weirdo ou même des sous-vêtements encore plus bizarres. Yes, c'est provoque, un peu dérangeant mais fascinant. Ça parle du corps, du regard, un peu du désir aussi. Et surtout, ça montre une énorme maîtrise technique. Dolicart, c'est l'alu de la semaine. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Ça ne laisse pas indifférent, en tout cas, c'est vraiment assez sidérant. Notre deuxième invitée, c'est une jeune artiste plasticienne dont les installations sont fascinantes. Elle est passionnée par les insectes, par la biologie. Ses œuvres racontent leur métamorphose. La lauréate 2024 du prix Forte de la région Île-de-France, Marguerite Ligarig, va venir nous rejoindre. Mais d'abord, son portrait en 3 mots, c'est signé Damien Cabrespine. Marguerite Ligarig en 3 mots. Mot numéro 1, gonflé. Marguerite Ligarig fait des performances collaboratives, des sculptures intrigantes, des installations gonflées. J'ai une pratique qui est un peu touche à tout. Franco-chinoise diplômée des Beaux-Arts de Paris, Marguerite Ligarig nous plonge dans des univers oniriques pour mieux refléter in fine l'absurdité du quotidien. Mot numéro 2, métamorphose. Marguerite Ligarig aime explorer des territoires imaginaires entre attraction et répulsion. Avec elle, la transformation est sublimée. Marguerite Ligarig est une artiste de la métamorphose, une reine de la mutation. Et enfin, mot numéro 3, insectes. Marguerite Ligarig est une passionnée de biologie. Elle a étudié l'entomologie et les sciences naturelles pendant 6 mois aux États-Unis. Je pense que c'est mon grand-père qui m'a transmis cet amour des insectes. Elle ausculte leur comportement pour les intégrer dans son travail artistique. Son dernier projet en date établit un parallèle entre leur développement biologique et l'évolution des individus ou des sociétés. Comme si nous aussi on subissait une métamorphose et qu'on choisissait une métamorphose. Merci Damien. Marguerite Ligarig est l'invitée de la Grande Galerie francophone. Bonjour et bienvenue. Je vous présente Antoine Decaune. Bonjour. Et toute la bande ainsi que le public. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Gonflé, métamorphose et insectes. Ça vous ressemble ? Je pense, oui, c'est assez bien trouvé parce que gonfler, c'est un petit peu ma dernière obsession, mais ouais, le gonflable, c'est quelque chose qui me plaît parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui est un petit peu une magie secrète, une magie intime. Et on va voir bouge. quelques-unes de vos œuvres d'ailleurs qui sont des sortes de poupées gonflées ou gonflables géantes. Qu'est-ce que vous avez sur la tête, sans indiscrétion ? C'est ma petite plante à idées, c'est-à-dire que ça germe quand il y a des idées. Vous devriez en porter un également, ouais, Antoine. Alors Marguerite Ligarig, je le disais, vous êtes passionnée depuis toujours par les insectes, par la biologie. Vous avez même étudié de très près l'entomologie aux États-Unis, après un passage aux Beaux-Arts à Paris. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans le monde, dans ce petit peuple microcosmos, le peuple des insectes ? C'est marrant que tu dises ça. J'avais ça dans la tête. Oh, Et la oui. musique du film Génial, Oui, Microcosmos. qui est repassé il n'y a pas longtemps à la Philharmonie d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Merci Charlie.
Microcosmos, qui était un film génial, et donc vous disiez... Oui, Marguerite, c'est un film que je connais depuis que je suis toute petite. C'est presque l'un des premiers amours dans le film, mais je l'ai vu quand j'avais 6-7 ans. Et comme je disais aussi dans le petit interview, c'est mon grand-père aussi qui m'a transmis cette passion des insectes. Oui, d'ailleurs, vous avez apporté votre livre de chevet, et Oui. c'est un livre assez dément. C'est un livre en japonais. Je ne comprends absolument pas le japonais, mais Vous êtes les d'origine images sont chinoise, ce qui est magnifiques. normal, mais Oui. nous non plus, mais qui concerne les papillons, Alors, les chenilles et les larves. C'est un livre exclusivement dédié aux chenilles de papillons. Chenilles et papillons. Fabrice va vous donner un coup de main pour montrer à quoi ressemble le livre et les pages qui sont à l'intérieur. Et ce qui me fascine en ce moment, c'est vraiment toute cette potentialité qu'il y a dans la larve. Et aussi, tout ce qu'on entend quand on entend larve, c'est immobilisme, lenteur, bouillonnement intérieur. Ouais. Et c'est ce que j'essaye en ce moment de retranscrire dans ma pièce gonflable que vous avez vue là à l'écran et qui sera montrée. Et donc, c'est la transposition en art de ce que vous observez en biologiste ou C'est ça. à travers l'entomologie. Vous avez apporté également une œuvre d'art, une de vos créations qui est exposée sur la table. Alors, c'est une Est-ce que vous œuvre, pouvez nous la décrire ou nous la raconter, parce qu'elle raconte une histoire? Oui, c'est une œuvre composite que j'ai faite avec plein d'artisans. Donc il y a une idée de collaboration aussi dans cette œuvre-là, mais c'est un œuf. C'est mon œuf, mes œufs, Oui. que j'ai fait faire avec un artiste verrier qui travaille excellemment bien dans le Grand Est. Et il est posé sur un socle en bronze que j'ai fabriqué avec une technique ancestrale de bronzier burkinabé au crottin de cheval. Donc D'accord. c'est vraiment moi de toute façon ce que j'aime dans la pratique de la sculpture, c'est aussi la barbouille, la patouille Mais là, d'avoir ça un représente objet. un insecte, on voit des ailes. C'est un insecte un petit peu hybride qui transporte son œuf comme ça et qui va l'amener quelque part vers autre chose pour l'éclosion. On ne sait pas. Il y a une part de mystère. Vous restez avec nous. Nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs historiens et critiques d'art, Hector Obalk. Et régulièrement dans l'émission, il nous fait voir les dessous d'une peinture en 5 minutes chrono. Bienvenue Hector. Et pour une fois, tu nous parles d'un artiste vivant. Oui, Et bien vivant. Je suis pas que historien d'art, je suis aussi critique d'art. La différence, c'est que le critique d'art, c'est un historien qui s'occupe de son époque. Or, à mon époque, c'est-à-dire dans les années 80, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de peinture. Il n'y avait pas beaucoup de peinture parce que d'autres formes d'art étaient prises sur le devant de la scène, l'installation, des choses plus conceptuelles, etc. Il y avait très peu de peintres. Dans les années 80, ceux qui avaient mon âge s'appelaient Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Robert Combas. Mais celui que je préférais, et c'est l'histoire de ma vie que je vous raconte, ce soir, cet après-midi, c'est François Boiron. Et il faisait des graffitis comme d'autres font des graffitis, un peu plus doux que les autres. Là, vous voyez un tourne-disque, un peu design. Là, vous voyez un graffiti d'un visage, un peu simpliste, mais pas violent, avec une ombre sur le visage, ce qui est très rare pour un graffiti. Il n'y a pas d'ombre sur les graffitis, c'est des têtes de mort, des pistolets, des mitraillettes, rien d'autre en général. Et puis tu continues, et je voyais tout d'un coup ce peintre qui faisait des choses un peu signalétiques comme ça, avec des signes de tout. Ici, vous avez comme un logo, alors que ce sont les tours jumelles de New York. Là, vous avez la Tour Eiffel, là, vous avez Paris, là, vous avez New York et Paris, là, la nuit, là, le jour, et là, il y a même un couple. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un couple? Un couple qui s'embrasse. En effet, il y a un visage. Si je cache ce visage-là, il y a un visage d'homme qui est comme ça, et là, il y a un visage de femme qui est de l'autre côté, qui forme lui-même un double visage, qui fait que les deux personnes s'embrassent. Bref, il y avait quelque chose de sentimental que j'aimais beaucoup parce que ça n'allait pas avec la culture punk du graffiti. Et je continue. Et il faisait ça en 1984, en 1985, il fait la mer, il fait la montagne, il fait des choses qui sont encore des logos. Un tire-fesse, un skieur avec le sapin, la trace de ses skis. Et vous voyez que seulement avec du rose et avec du bleu, il crée le blanc de ce que c'est la neige. En effet, ce que j'aimais, vous voyez, c'était son trait. Il a un trait qui est doux, qui est rond et qui est lent. C'est-à-dire que ce trait-là, il va pas bouger. Et pourtant, l'œuvre va bouger. Donc, passons de 85 à d'autres années. Et à peine là, je commençais déjà en tant qu'amateur de peinture, parce que finalement, j'ai découvert la peinture en même temps que lui, à kiffer. Oui, il n'y a pas d'autre mot. En effet, qu'est-ce que c'est ça? C'est le logo d'un paysage. Un paysage qui est comme sous cloche, n'est-ce pas? Exactement comme un village sous un truc de verre où vous bougez, ça fait de la neige. Bon, bref. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans le côté ligne claire, le côté BD, le côté graphique du paysage, il y a un peu des allées
aléas de peinture bleue sur un fond blanc un peu mal fait, vite fait, et qui commence déjà à être le début de ce que j'appelle la peinture, parce que déjà c'est une façon de signaler l'écume de l'eau. Et ça commence à devenir pictural. Tu continues encore. Alors oui, c'est pas mal. C'est un poète des objets. Il fait un sèche-linge, là, un peu mécanique, si j'ose dire, avec les mêmes... Vous savez, comment on fait un sèche-linge? C'est un câble qui est engancé par un truc en plastique blanc et qui fait que le trait reste droit tout en étant rond et arrondi. J'y reviendrai. Et puis, commencer vraiment en 93, donc c'est 13 ans plus tard, n'est-ce pas, de la peinture au sens classique du terme, au sens où c'est de la peinturlure, là, une devanture de magasins de pharmacie avec des tas d'affiches de cette époque mais qui n'ont pas bougé aujourd'hui. Ça, c'est une peinture, Hector. Ça, c'est une peinture sur carton avec un jus et 2 crayons, un rouge et un bleu. Continue ensemble. Et puis là, ça devient de la vraie peinture. Les gens disent c'est une photo. Non, c'est pas une photo. Tu vois très bien que c'est pas une photo. Si je fais un zoom là-dessus, vous voyez bien que c'est pas photographié. Vous voyez bien ce tag là, il est merveilleux ce tag. Parce que dans la réalité, un tag sur un camion blanc, vous n'avez pas envie de l'avoir chez vous. Il va vous bôcher la vie. Et là, tout d'un coup, ça devient beau parce que c'est Boiron. Et même, je dirais même plus, on voit que c'est peint parce que vous voyez, il y a juste 2 traits. Un trait clair, un trait foncé qui fait l'ondulation de la tôle. Et là où ça dépasse le graphisme et où ça devient de la peinture, c'est quand je vais sous les roues. Parce que sous les roues, il se passe quelque chose. Quel graphique va te peindre les trucs qui se passent sous les roues? C'est ça qui est beau. Et c'est là où je commençais à kiffer de chez kiffer. Et je continue au tableau suivant. Montre-moi le tableau suivant. En gros, il a mis 20 ans à savoir peindre. Parce qu'en gros, on arrive à des gens qui ne sont que autodidactes. Comme Kissaring, sauf que lui, il a évolué. Kissaring, il est mort, c'est un autre problème. Mais donc on peut pas lui en vouloir. Mais regardez même ce tableau qui représente une vue de Genève avec un faux moulin rouge parisien mais qui se trouve à Genève. Vous voyez ici qu'il y a le reflet. Vous le voyez le reflet dans son trait blanc dont j'arrête pas de dire qu'il est doux, qu'il est rond, etc. Vous voyez le reflet d'un arbre. Et tu descends pas. Et là vous voyez comment il a l'élégance de la manière dont il fait des traits blancs, des traits droits. Là c'est un truc de Crazy Horse ou je sais pas de nightclubbing ou de trucs de porno, sexe. Enfin c'est un truc d'une vulgarité intense qui sous le pinceau de Boiron est d'une élégance sans précédent. J'ai pas fini. Et là, tu continues. Et là, quoi de plus laid qu'un panneau de co? Je suis désolé. Un panneau de co, ça te bouche la rue de Rivoli. Ça te met une publicité pour les soutiens-gorge au bas devant ta gueule. Alors que là, c'est juste merveilleux. Ça devient une présence féminine qui règne dans Paris et qui fait que vous avez ici, non pas la perspective de la rue en question, mais vous avez le reflet de la rue qui est derrière vous. Ce qui fait que l'un s'en chasse dans l'autre. Et puis, il continue, il commence à être un peintre réaliste. Un peintre réaliste de chez réaliste où là, il est un peu parti dans ses songes incroyables. Il doit avoir trop fumé ou trop vapoté ou j'en sais rien, il se déguise, on est dans un peinture de déguisement, en plus il se déguise en pompier, je sais même pas pourquoi. Regardez le passage, on est passé de là à là. Est-ce qu'il a changé pour auto? Eh bien oui, il a changé sans avoir changé, et là il a changé. C'est pour ça que j'en arrive à son exposition qui a lieu seulement dans une semaine, je crois, rue Chapon à Paris, vas-y. Et là, il ose le plus beau, c'est-à-dire les choses qui sont des clichés. Il y a un côté romérien, il y a un côté Lelouchien à oser peindre Paris avec sa tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel. De loin, vous allez me dire, c'est une carte postale. Mais t'as qu'à le regarder, le Mont Saint-Michel. Regarde de près, regarde comme c'est beau, ces reflets-là, comment c'est puissant, comment c'est pictural, continue. On dirait des petits hôtels de Monopoly, là, dont on joue pour faire. Regardez la peinture que c'est. Là, on sent que le type, il essaye de faire en sorte que le cliché retrouve la poésie de l'image qu'il avait perdue. C'est pareil pour Paris. Si vous regardez cette vue de Paris, 3 mètres de long, un très beau tableau, continue encore, montre-le-moi de face. En plus, la Tour Eiffel, c'est pas si facile à peindre. La Tour Eiffel, c'est de la dentelle quand on commence à la peindre. Vas-y, continue, monte là-haut, tu vas voir. On voit même l'esplanade des Invalides qui est là. Je vous compare une Tour Eiffel peinte quelque chose comme 35 ans plus tôt. Bon, est-ce que vous retrouvez le même trait? Moi, je le retrouve. Je trouve la même douceur, je trouve la même générosité, je trouve le même courage du cliché. Et c'est pour ça que j'adore Boiron. Et je continue avec le plus beau. Parce que là où c'est le plus beau, c'est quand tu oses faire non plus les clichés, mais même une centrale nucléaire. Quand c'est peint par Boiron, c'est tellement beau que moi-même, je voudrais avoir un appartement en face de cette centrale nucléaire. Monte là-dedans, gros, tu vois. Vous voyez, je ne rigole pas. Regarde comme c'est bien fait. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est poétique à regarder. C'est pourtant qu'une centrale nucléaire. Et regarde comment c'est là-bas, comme le travail qu'il a fait là, qui dépasse n'importe quel truc de op art qu'on puisse imaginer. Et je répète, regardez-moi cette centrale
centrale nucléaire, monte là-haut et tu vois quoi là? Eh ben tu vois que l'endroit où on pourrait louer une maison pendant les vacances. Je terminerai sur le dernier, celui où il a osé le maximum, c'est-à-dire la carte postale Yvon de Avoriaz 1800. Regarde le chef-d'œuvre que c'est, je suis désolé. Rentre dans la carte postale et là je vois quoi? Je vois déjà qu'il a évolué dans son style, c'est-à-dire que là il doit y avoir une quinzaine de blancs différents pour rendre le truc. Vous voyez là même comment il rend l'architecture vaguement Bauhaus là de l'endroit où on prend ses forfaits d'ailleurs pour ceux qui connaissent la station en question. Et puis tu continues encore et tout est comme ça. Et je terminerai par le dernier plan, celui où il est le plus fort, celui quand il représente des pylônes, il en fait des jouets qui sont des cadeaux de Noël pour l'œil. Regarde, continue ton travelling, va aux autres endroits. Il n'y a pas un endroit où je m'ennuie dans un tableau pareil. Rien qu'avec 3 traits comme ça, il te fait le pylône en question. C'est-à-dire que finalement, il est où le génie de Boiron? Il n'est pas seulement parce qu'il a changé de style, c'est qu'il a changé de style sans qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire que seulement en 40 ans, il changeait tous les ans, tous les 2 ans, un petit peu, d'un degré. Et à la fin, on arrive juste à angle droit. Il a fait juste le contraire de ce qu'il avait fait au tout départ. Mais on reconnaît toujours sa touche, qui est à la fois lente, douce et ronde. C'était Boiron que j'ai accompagné toute ma vie. Génial. Merci Hector Obalk. Nathalie, tu t'es emparée d'une mission. Est-ce que vous connaissez l'expression québécoise du nouveau dans le coco? Ah non. Vous allez voir, jingle. Donc tu nous racontes ce qui nous permet alors pas simplement de briller en ville, mais aussi de nous cultiver. Complètement. Et le coco, pour information, c'est le cerveau, c'est la tête. Alors un thème aujourd'hui inspiré du visage déconfit d'une maman courage aperçue au musée d'Orsay avec ses 3 enfants. Respect, dont la plus jeune lui a dit « Dis maman, pourquoi on dit impressionnisme? » Alors, la réponse pour tous les âges, Paris, 19e siècle, et d'ailleurs Fabrice, tu me rattrapes là, si je dérape. Donc, Paris, 19e siècle, évidemment, l'art bouillonne et l'Académie des beaux-arts fait la loi sur le salon officiel, qui est cette espèce d'exposition très guindée, très sélecte, où les wannabe artistes, se jouent, la vie des wannabe artistes se joue parce que si on est exposé, évidemment, dans ce salon, ça a un impact sur notre carrière. Or, c'est comme un peu la première rangée à la Fashion Week. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, si bien qu'à chaque année, il y a des milliers d'artistes qui sont recalés à un point tel que Napoléon Bonaparte va créer un salon des refusés, imaginez-vous donc. Et c'est justement parce qu'ils en avaient ras le pinceau d'être recalés que des artistes ont créé leur propre exposition. Donc, ce sont des amis, des poteaux dans la vie. Il y avait Monet, il y avait Renoir, il y avait Degas ainsi que Cézanne. Oui, rien de moins. Rien de moins. Oui, c'est ça. Des petits peintres. Oui. Qui ont créé leur propre salon, leur propre exposition. Et évidemment, les vautours se sont rendus, les critiques sont allés voir ça, dont un certain Louis Leroy qui s'est gargarisé dans le sarcasme en découvrant la nouvelle esthétique qui était présentée, parce que c'était quand même assez nouveau. Et il y a évidemment énormément réagi face à un tableau qui s'appelait « Impression soleil levant » de Monet. À un point tel que le lendemain, il a fait un article, il a fait une critique sur ce tableau et ça s'appelait « L'exposition des impressionnistes ». Alors, merci Louis, car c'est ainsi que le nom... C'était une insulte. Carrément, il se moquait de ce courant, mais c'est ainsi que le nom de ce courant qui est, je pense, le plus célèbre de l'histoire a été créé. Est-ce que j'ai temps pour une anecdote? Très rapidement, mais en tout cas, c'est génial qu'impressionniste ait commencé comme une insulte et pour terminer comme l'un des mouvements les plus appréciés au monde. Carrément. Alors, ce tableau, qui représente d'ailleurs le port du Havre, a été vendu 800 francs à l'époque. Il a déjà été volé et il a aussi soulevé les débats soleil levant ou soleil couchant, à un point tel que des scientifiques se sont penchés sur le sujet. Ils ont tranché, c'est soleil levant, mais vous pouvez vous faire votre avis, si vous voulez, au musée Marmottan. Et donc, Claude Monet avait raison. Merci Nathalie, c'était passionnant. Tout de suite, on va ralentir le rythme et prendre le temps de contempler. Direction le musée d'Orsay à Paris pour admirer un chef-d'œuvre de Gustave Courbet, Le Désespéré. Le tableau a fait son retour à Paris après un long exil de 17 ans au Qatar. C'est un événement et c'est fascinant.
Sinon. Merci infiniment à tous d'avoir été les invités de la Grande Galerie francophone. C'était passionnant. Et on termine en musique, Amanda, en vous rendant hommage, évidemment, avec Charlie, Follow Me, en version voodoo. I'm getting out, I'm moving on. And from now on, address unknown. I should be difficult to find. So follow me, just follow me. Bravo et merci Charlie. Le meilleur de la Grande Galerie francophone, c'est terminé. On se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde Plus et quand vous le voulez sur les réseaux sociaux. À suivre 64 minutes et à la semaine prochaine. Salut à tous, merci.